Bonjour à tous et bienvenue pour notre webconférence aujourd'hui sur vos obligations employeurs en matière d'emploi de travailleurs handicapés. Je suis Mylène Volpillac, je suis ambassadrice Jury Travail et je suis ravie aujourd'hui d'être accompagnée d'Alexandra Marion. Bonjour Alexandra. Bonjour Mylène, bonjour à tous. Alexandra qui est juriste expert du coup chez Jury Travail. Qu'est-ce que Jury Travail? Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, petit tour d'horizon, Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans cette année. Nous avons avec nous une équipe de 50 juristes, dont Alexandra fait partie, et plus de 700 avocats qui, chaque jour, décryptent l'actualité juridique et rédigent des dossiers, des modèles de lettres, des modèles de contrats qui vont pouvoir vous aider dans la gestion de votre entreprise au quotidien. Nos experts vous accompagnent dans vos démarches, quel que soit le domaine de droit. Et aujourd'hui, nous en sommes très fiers, nous avons plus de 3000 entreprises qui nous font confiance au quotidien et qui utilisent nos services. Alors, quels sont-ils nos services? Nous avons créé 2 formules spécialement pour les professionnels, une formule pro et une formule premium qui vont vous permettre de contacter un juriste qui répondra à toutes vos questions, quel que soit le domaine de droit. Vous pourrez, grâce à ces formules, accéder à toute notre base documentaire, donc tous nos dossiers thématiques, modèles de lettres, modèles de contrats qui sont mis à jour régulièrement par nos juristes, et vous pourrez profiter de votre convention collective à jour des derniers accords. Je vous invite vivement, à l'issue de la webconférence, à aller sur le site de Jury Travail ou de cliquer sur le petit bouton que vous avez en bas de votre écran pour découvrir les formules que nous vous proposons et choisir celle qui vous correspond le mieux et correspond le mieux aux besoins de votre entreprise. Petit tour sur le contexte aujourd'hui de notre thématique, à savoir l'OETH. L'OETH, qu'est-ce que c'est? C'est l'obligation pour les entreprises d'embaucher des travailleurs handicapés. Le but étant bien évidemment de favoriser l'inclusion professionnelle. Qui est concerné par cette obligation-là? Alexandra y reviendra beaucoup plus en détail au cours de la webconférence, mais rapidement, ce sont les entreprises de plus de 20 salariés. Vous avez une obligation d'emploi de 6% de l'effectif. Ce taux-là est révisé tous les 5 ans. Ce que nous allons voir du coup ensemble pendant cette heure, c'est par quels moyens allez-vous satisfaire cette obligation-là? Comment calculer l'assujettissement à l'obligation d'emploi? Quelles sont les aides auxquelles vous pouvez prétendre? Existe-t-il des alternatives à cette obligation? Et pour répondre à l'ensemble de ces questions, nous avons divisé la webconférence en plusieurs parties. Dans un premier temps, Alexandra nous rappellera quelles sont les entreprises concernées plus en détail et la définition, bien évidemment, de cette obligation-là. Dans une deuxième grande partie, nous traiterons des différents moyens de satisfaire à l'obligation d'emploi, avec 3 sous-parties. Dans un premier temps, l'embauche directe, l'accord en faveur des travailleurs handicapés et le versement de la contribution annuelle à l'OETH. Dans une troisième partie, vos obligations déclaratives. Ensuite, les sanctions que vous encourez si vous ne respectez pas ces obligations. Et dans une cinquième partie, nous avons créé un vrai faux avec des questions très opérationnelles que vous allez pouvoir rencontrer au sein de votre entreprise concernant cette obligation-là. En fin de webconférence, nous répondrons à vos questions que je vous invite d'ores et déjà à poser si vous en avez dans l'onglet chat qui se trouve à droite de votre écran. Si vous avez une question spécifique sur un calcul ou une obligation à votre entreprise même, vous pouvez également poser votre question directement à nos juristes. Élodie vous enverra le lien directement dans le chat. Votre première question est gratuite, vous pouvez la poser quand vous le souhaitez et nos juristes vous répondront donc à votre problématique spécifique avec grand plaisir. Alexandra, si tu le veux bien, nous allons pouvoir commencer avec notre première grande partie, à savoir la définition et les entreprises concernées. Et dans un premier temps, qu'est-ce que l'OETH?
Alors, donc l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, donc qu'on nomme aussi OETH, donc c'est une obligation qui a été instituée par la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés pour inciter les entreprises à employer des personnes handicapées. Donc l'enjeu est effectivement de favoriser l'accès des travailleurs handicapés à l'emploi ou à une formation et ainsi de contribuer à leur maintien dans l'emploi. Par la même occasion, cette obligation d'emploi, elle invite les entreprises à développer une politique de l'emploi inclusive qui leur permet aussi de soigner leur image vis-à-vis à la fois de leurs salariés, mais également de leurs futurs collaborateurs. Ah, Mylène, je ne t'entends plus. C'est bon là? C'est bon. Pardon. Qui sont les bénéficiaires de l'OETH? Alors, donc les bénéficiaires de l'OETH, donc bien évidemment, ce sont les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Donc, ces travailleurs-là bénéficient d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce qu'on appelle aussi la RQTH, mais ce ne sont pas les seuls. Les bénéficiaires de l'OETH sont également, donc vous avez les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et qui sont titulaires d'une rente attribuée au titre d'un régime obligatoire de protection sociale. Il y a aussi les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée là encore au titre du régime obligatoire de protection sociale, à condition que l'invalidité désintéressée réduise au moins des 2/3 leur capacité de travail ou de gain. Vous avez ensuite les bénéficiaires des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et également les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité qui est attribuée en cas d'accident survenu ou de maladie contractée pendant le service. Sont également bénéficiaires de l'OETH les titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité. Et enfin, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés qu'on appelle aussi l'AAH. Merci beaucoup, Alexandra. Et donc, quelles sont les entreprises concernées par cette obligation? Alors, c'est vrai que l'inclusion des personnes handicapées dans le monde du travail, c'est l'affaire de toute entreprise, mais il faut savoir que l'OETH ne concerne pas obligatoirement toutes les entreprises. Donc, généralement, vont être concernées par cette obligation d'emploi les entreprises du secteur privé, les établissements publics industriels et commerciaux, qu'on nomme aussi les EPIC. Il va y avoir également aussi de concerner les établissements publics de l'État autres que les EPIC, les collectivités territoriales et établissements autres que industriels et commerciaux, les établissements publics de l'État autres que industriels et commerciaux relevant de la fonction publique hospitalière et enfin l'État lui-même. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que seules les entreprises qui comptent au moins 20 salariés parmi leurs effectifs ont l'obligation d'employer des personnes handicapées ou assimilées au sein de leur structure. Et donc, comment savoir si votre entreprise est soumise à l'obligation d'emploi? Alors, comme je vous le disais précédemment, seules les personnes qui emploient les entreprises qui emploient au moins 20 salariés ont donc cette obligation d'emploi. Et donc, comment on sait si une entreprise est soumise ou autrement dit assujettie à cette obligation d'emploi? Alors, c'est assez simple. En fait, dans un premier temps, vous allez devoir déterminer si le seuil d'assujettissement de 20 salariés est atteint dans votre entreprise. Donc, pour cela, le Code du travail nous dit que vous devez comptabiliser les salariés titulaires d'un CDI à temps plein, les travailleurs à domicile, les salariés titulaires d'un CDD, mais également les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, ainsi que les salariés qui sont mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins 1 an. Vous devez également prendre en compte, pour calculer cet assujettissement, les salariés temporaires proportionnellement à leur temps de présence dans l'entreprise au cours des 12 derniers mois. Et enfin, les salariés à temps partiel, là encore, proportionnellement à leur temps de travail. Par contre, les salariés titulaires d'un CDD, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure
et les salariés temporaires qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, par exemple pour un congé maternité, un congé d'adoption ou un congé parental d'éducation, ces salariés-là sont exclus du décompte des effectifs. Sont également exclus du calcul de l'effectif de l'entreprise les apprentis, les titulaires d'un contrat initiative emploi ou encore d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de cette aide financière. Sont exclus aussi les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation, du moins pendant la durée du contrat ou jusqu'à la fin de leur action de professionnalisation. Donc ce comptage-là, il est à effectuer pour chaque mois de l'année civile précédente pour obtenir en fait votre effectif salarié annuel moyen qui concerne votre entreprise. Et si cet effectif salarié annuel est égal ou supérieur à 20, dans ce cas-là, vous êtes assujetti à l'OETH. Merci beaucoup Alexandra et j'espère que ça répond à votre question Marie-Elisabeth qui était les entreprises de moins de 20 salariés n'ont pas cette obligation. Du coup, tu viens d'y répondre très clairement. Merci Alexandra. Prochaine question, mon entreprise a plusieurs établissements. Quelles sont les règles pour comptabiliser l'effectif d'assujettissement ? Alors, concernant les entreprises qu'on appelle à établissements multiples, l'assujettissement à l'obligation d'emploi s'apprécie depuis le 1er janvier 2020 au niveau de l'entreprise et non plus au niveau de l'établissement. Il faut donc prendre en compte la somme des effectifs de chacun des établissements qui font partie de l'entreprise pour déterminer l'effectif salarié annuel de l'entreprise et savoir si une entreprise à établissement multiple est assujettie à l'OETH. Donc cette modification qui a eu lieu au 1er janvier 2020, elle implique directement deux conséquences. La première, c'est que de nombreuses entreprises à établissements multiples qui auparavant étaient exclues de l'OETH ont désormais l'obligation en fait de satisfaire à cette obligation d'emploi, puisqu'en incluant tous les établissements, elles atteignent ou dépassent désormais le seuil d'assujettissement de 20 salariés. Et la deuxième conséquence, c'est qu'elles doivent aussi employer un plus grand nombre de travailleurs handicapés, puisque c'est la somme des effectifs de chacun des établissements d'entreprise qui doit désormais être pris en compte. Merci Alexandra. Et dernière question de notre première grande partie, comment satisfaire à l'OETH ? Alors, il y a plusieurs façons pour une entreprise de s'acquitter de son obligation d'emploi. Donc, la première, c'est l'embauche directe de travailleurs handicapés, tout simplement. La seconde, c'est la conclusion d'un accord de branche, de groupe ou d'entreprise agréée qui prévoit la mise en place d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. Et enfin, la troisième solution, c'est le versement d'une contribution annuelle à l'URSSAF qui reverse celle-ci au Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, dont la gestion est confiée à la GFIP. Merci beaucoup Alexandra et vous pourrez retrouver l'ensemble des informations que va vous expliquer Alexandra pendant sa webconférence dans notre dossier thématique justement sur vos obligations en termes d'emploi de travailleurs handicapés que vous pouvez télécharger dès maintenant via notre site où Élodie vous enverra le lien directement dans le chat. Deuxième grande partie sur les différents moyens de satisfaire cette obligation-là, avec une première partie sur l'embauche directe. Et donc, en quoi consiste l'embauche directe ? Alors, donc pour s'acquitter de son obligation d'emploi, une entreprise peut tout simplement employer directement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, et ceci à hauteur de 6% de son effectif total. Donc, comme vous le disiez Mylène tout à l'heure, ce taux d'obligation d'emploi de 6%, il peut être révisé tous les 5 ans en fonction de la part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la population active, mais aussi en fonction de leur situation au regard du marché du travail. Donc ces embauches, elles peuvent se faire aussi bien en CDI qu'en CDD, à temps plein comme à temps partiel. L'employeur peut aussi s'acquitter de son obligation d'emploi par l'embauche directe en accueillant des bénéficiaires de l'obligation en stage, peu importe la durée de ce stage. Il peut aussi s'en acquitter en accueillant des bénéficiaires de l'obligation d'emploi pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel, mais également en employant des bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui sont mis à disposition par des entreprises de travail temporaire ou par des groupements d'employeurs.
Merci beaucoup Alexandra, c'est très clair. Toujours sur l'embauche directe, combien de travailleurs handicapés doivent être employés pour satisfaire à l'obligation d'emploi? Alors, pour connaître le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi que vous devez embaucher dans votre entreprise, il faut que vous multipliez l'effectif d'assujettissement de votre entreprise par le taux d'obligation d'emploi de 6%. Alors, par exemple, vous avez une entreprise qui se décompose en 4 établissements. Un établissement est composé de 26 salariés, le second de 15, le troisième de 8 et le dernier de 51 salariés. Tous les salariés de ces établissements vont être pris en compte pour le calcul de l'effectif d'assujettissement, parce qu'ils remplissent les différents critères qui font qu'on les comptabilise. Votre effectif d'assujettissement, il va donc être fixé à 100 salariés. Et donc, l'obligation d'emploi est calculée sur l'ensemble des salariés de l'entreprise, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et donc, cette obligation d'emploi va être de 6 travailleurs handicapés. 26 salariés dans un établissement, 15 dans l'autre, 8 dans l'un, 51 dans l'autre, ça nous donne 100 salariés, multiplié par le taux de 6%, ça nous donne 6 travailleurs handicapés à embaucher. Si jamais, à l'issue de ce calcul, vous obtenez un nombre qui n'est pas entier, il faut savoir que ce nombre doit être arrondi à l'entier inférieur. Donc, par exemple, si on avait obtenu un résultat de 6,4, dans ce cas-là, on arrondissait à 6, jamais au nombre supérieur, mais au nombre inférieur. Merci beaucoup Alexandra, vous êtes nombreux et je vous en remercie à nous poser des questions. On essaiera de répondre à un maximum en fin de webconférence avec Alexandra. Néanmoins, je vous invite vraiment à la poser directement à nos juristes. C'est gratuit du coup pour votre première question. Vous êtes sûr du coup d'avoir la réponse à votre interrogation spécifique, parce que je ne suis pas sûre qu'en fin de webconférence, on ait le temps de répondre à toutes vos interrogations. Autre question, du coup, toujours sur l'embauche directe, quels sont les différents aménagements qui peuvent être réalisés sur le poste de travail du salarié handicapé? Alors, lorsque vous embauchez des travailleurs handicapés, vous devez prendre les dispositions qui s'imposent pour permettre à ces salariés d'exercer leur emploi au même titre que n'importe quel autre salarié dans l'entreprise. Donc, leur poste de travail peuvent devoir faire l'objet d'aménagements matériels lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires. Donc, par exemple, ces aménagements matériels peuvent résulter de l'installation de nouveaux équipements comme un siège ergonomique qui va permettre à un salarié handicapé d'exécuter un travail qu'il contraint à rester debout en bénéficiant d'un soutien et d'un maintien adapté. Ça va pouvoir être également l'aménagement d'un véhicule de fonction pour un commercial qui souffre d'un handicap moteur, ou encore la mise à disposition d'un clavier en braille pour un salarié malvoyant. Donc, parallèlement à l'aménagement matériel du poste de travail, vous pouvez aussi procéder à des aménagements de l'environnement de travail. Donc, il faut savoir que les travailleurs handicapés doivent pouvoir accéder au même titre que n'importe quel autre salarié aisément à leur poste de travail, donc ainsi qu'aux locaux sanitaires et aux salles de restauration. Les aménagements liés à l'embauche d'un travailleur handicapé peuvent également être organisationnels, ce qui va permettre de rendre leur poste compatible avec les contraintes physiques et psychiques que les travailleurs handicapés peuvent rencontrer. Donc, par exemple, ces aménagements vont pouvoir consister en la mise en place de rotations sur les postes de travail afin d'éviter à un salarié handicapé de garder la même position sur une durée prolongée. L'aménagement du temps de travail aussi peut être envisagé par l'adaptation des rythmes de travail. Donc, ça va pouvoir se traduire par la mise en place d'un temps partiel suite aux prescriptions du médecin du travail, par la mise en place du télétravail lorsque le poste occupé est compatible avec ce mode d'organisation, sachant que là aussi, il faudra bien faire attention à ce que le salarié en télétravail bénéficie de tous les équipements nécessaires qui sont compatibles avec son état physique. Ou encore, ça peut être la mise en place d'horaires de travail adaptés. Merci beaucoup Alexandra. Et une question qui nous est régulièrement posée chez Jury Travail, quelles sont les aides financières du coup possibles? Donc, il faut savoir que pour favoriser donc l'embauche des travailleurs handicapés, il y a en effet différentes aides. Certaines sont versées par la GFIP et d'autres par l'État.
Donc, parmi celles qui sont versées par la GFIP, alors je ne vais pas toutes vous les citer, mais j'en ai retenu quelques-unes. Vous avez donc notamment l'aide à l'emploi d'un travailleur handicapé qu'on appelle l'AETH. Donc ça, c'est une aide qui est destinée à aider les employeurs à faire face aux charges qui sont induites par l'adaptation d'un poste de travail suite à l'embauche d'un salarié lourdement handicapé. Vous avez aussi l'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution professionnelle de personnes handicapées. Donc cette aide-là, elle va servir à financer une partie des dépenses qui sont liées soit à l'accueil et à l'intégration de la personne handicapée nouvellement recrutée. Donc ça va être par exemple de financer un accompagnement individualisé par le biais du tutorat, du coaching. Ça va être également un accompagnement du manager à la prise de poste, à la prise en compte du handicap pour que la prise de poste du salarié recruté se passe au mieux. Ça va être également le financement d'un programme de sensibilisation ou de formation du collectif de travail au handicap. Cette aide-là, elle va aussi pouvoir permettre de financer des mesures qui concernent l'accompagnement sur un nouveau poste dans le cadre d'une évolution ou d'une mobilité professionnelle du salarié handicapé. Vous avez aussi l'aide à l'embauche en contrat de professionnalisation et d'apprentissage, qui est celle qu'on connaît le plus. Vous avez aussi l'aide à l'adaptation des situations de travail. Donc là, cette aide-là, elle est destinée à financer tous les moyens, qu'ils soient organisationnels, techniques ou humains, qui permettent d'adapter un poste à un handicap. Il y a aussi l'aide à la recherche de solutions pour le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Donc, cette aide-là va intervenir lorsque le médecin du travail atteste de l'aggravation du handicap ou de l'évolution du contexte professionnel pour aider l'employeur d'un salarié en situation de handicap à rechercher des solutions destinées à maintenir le salarié dans son emploi. Donc, tous les frais générés par cette implication, par ces recherches pour adapter l'emploi, peuvent faire l'objet d'une aide. Et enfin, la dernière aide que j'ai retenue de la GFIP, c'est l'aide à la formation dans le cadre du maintien dans l'emploi. Donc cette aide-là, pareil, elle peut intervenir lorsque le médecin du travail relève que le contexte de travail n'est plus adapté au handicap du salarié ou qu'il y a une aggravation de son handicap qui rend difficile son maintien dans l'emploi. Donc là, l'employeur doit engager une ou plusieurs actions de formation qui permettent de maintenir le salarié handicapé à son poste de travail. Et donc, pour faire face à ces coûts, l'employeur peut bénéficier de cette aide-là. Alors, pour en savoir plus sur les conditions d'attribution de ces aides et leur utilité, alors, je vous invite d'une part à télécharger notre dossier dédié à l'OETH et je vous recommande également de vous rapprocher de l'AGFIP pour connaître les montants des aides que vous souhaitez solliciter parce qu'en fait, depuis le 1er août 2024 et jusqu'à la fin de l'année 2024, les modalités d'intervention de l'AGFIP sont temporairement ajustées en raison d'un imprévu budgétaire. Donc, en fait, il y a plusieurs aides qui ont vu leur montant diminuer. Donc, j'ai pas ces derniers montants-là en tête, mais du coup, voilà, rapprochez-vous de l'AGFIP pour connaître les montants actualisés. Et donc, à côté de ces aides de la GFIP, on a aussi des aides qui sont proposées par l'État. Donc là, pour en citer juste deux, on a l'aide du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés. Donc ça, c'est une aide financière qui va avoir pour objectif de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des personnes handicapées. Et on a aussi l'aide à l'embauche d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Merci beaucoup Alexandra pour cette réponse très claire. Autre question toujours sur l'embauche directe. Quels sont les différents dispositifs favorisant l'emploi des personnes en situation de handicap ? Donc, en dehors des aides financières dont on vient de parler, il y a aussi d'autres dispositifs qui sont destinés à favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, plusieurs de ces dispositifs-là, en fait, sont issus de la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023. Donc, cette loi-là, elle a créé plusieurs mesures qui permettent d'améliorer l'embauche des personnes en situation de handicap. Donc, parmi ces mesures, on va retrouver le CDD tremplin. Donc, c'est un type de contrat qui est conclu entre une entreprise adaptée et une personne en situation de handicap. Et ce type de contrat permet de proposer à la personne en situation de handicap un accompagnement personnalisé, d'acquérir une expérience professionnelle et de bénéficier d'une formation pour faciliter ensuite sa transition professionnelle vers d'autres entreprises.
Autre dispositif également, c'est l'embauche en intérim sans motif spécifique d'un salarié bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Donc, vous pouvez en effet conclure avec des entreprises adaptées de travail temporaire des contrats d'intérim, et ce, sans motif spécifique pour faciliter l'emploi durable des travailleurs handicapés. Il y a également eu aussi la mise en place du sac à dos numérique. Donc ça, c'est un service numérique qui permet en fait de centraliser toutes les informations relatives aux divers aménagements dont une personne en situation de handicap a pu bénéficier au cours de sa vie professionnelle. Et l'objectif, c'est vraiment de permettre le maintien ou la mise en place d'aménagements ultérieurs pour le salarié concerné, tout en tenant compte des aménagements en fait dont il a pu déjà bénéficier par le passé. Et enfin, vous avez aussi ce qu'on appelle la portabilité des équipements. Donc ça, c'est une nouvelle mesure qui est assez pratique, si on peut dire, puisqu'en fait, c'est la possibilité pour le salarié en situation de handicap de conserver ses équipements de compensation du handicap d'une entreprise à une autre. Donc, ce qui veut dire que quand le salarié va quitter une entreprise, il a désormais la possibilité de conserver ses équipements qui contribuent à l'adaptation de son poste afin de les utiliser chez un nouvel employeur. Donc là, ça doit faire l'objet d'une convention entre l'ancien employeur et le futur employeur, qui inclut également le salarié. Mais voilà, c'est un dispositif qui est très pratique et qui peut éviter de nombreux frais aux entreprises, quoi. Merci beaucoup, Alexandra. Nous allons pouvoir passer par la deuxième petite partie de notre grand 2. On reste dans les moyens qui vont vous permettre de satisfaire cette obligation-là. Mais cette fois-ci, on va parler de l'accord en faveur des travailleurs handicapés. Donc, en quoi consiste la conclusion de cet accord ? Alors, donc, en effet, l'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi en concluant un accord de branche, de groupe ou d'entreprise agréé qui prévoit la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. Donc, sous réserve d'être validé par l'inspection du travail, cet accord collectif agréé va permettre d'exonérer l'entreprise du paiement de la contribution AGFIP, et ce, pour toute la durée de validité de cet accord. Il faut savoir que généralement, cet accord, il est conclu pour une durée de 3 ans et il est renouvelable une fois pour la même durée. Très bien. Et du coup, quel est le contenu de cet accord ? Donc, l'accord collectif en faveur des travailleurs handicapés, je vous le disais, il doit prévoir la mise en place d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. C'est d'ailleurs une condition obligatoire pour que l'accord soit par la suite agréé. Ce programme pluriannuel, il doit comporter des actions favorisant l'emploi des personnes handicapées et donc obligatoirement contenir un plan d'embauche et un plan de maintien dans l'emploi. Ces deux documents vont devoir être assortis d'objectifs. Ces objectifs sont aussi bien quantitatifs que qualitatifs et ils doivent être fixés pour chaque année d'exécution du programme. Ces objectifs vont pouvoir être notamment d'atteindre le nombre de travailleurs handicapés que l'entreprise doit embaucher en fonction de son effectif. Ça va pouvoir être aussi d'atteindre le nombre de bénéficiaires dont le recrutement est envisagé, ou encore d'atteindre le financement prévisionnel des différentes actions programmées. Il faut savoir que le montant du financement du programme pluriannuel doit être au moins égal par année au montant de la contribution annuelle due au titre de cette même année. Et le programme pluriannuel peut aussi comporter des actions de sensibilisation des salariés de l'entreprise ou des actions de pilotage et de suivi des actions concernant l'amélioration et l'insertion des travailleurs handicapés. En revanche, il faut savoir que les sommes qui vont être consacrées à ce type d'actions, donc aux actions de sensibilisation, aux actions de pilotage, ne peuvent pas excéder 25% du total des sommes qui doivent être consacrées au financement des actions prévues par l'accord. Merci beaucoup Alexandra. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations dans notre dossier thématique ou poser votre question gratuitement à notre juriste. Il y avait beaucoup d'informations. Merci Alexandra, c'est très clair. Toujours sur l'accord en faveur des travailleurs handicapés, peux-tu nous en dire plus sur l'agrément de l'accord ? Oui, donc je vous le disais tout à l'heure, pour être applicable, cet accord-là va devoir faire l'objet d'un agrément. Donc, il doit être transmis par l'employeur à l'autorité compétente pour délivrer cet agrément, et ce, au plus tard, le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme, qui
et l'autorité administrative compétente pour délivrer cet agrément, ça va dépendre de la nature de l'accord. S'il s'agit d'un accord de branche, cet agrément va être délivré par le ministre chargé de l'emploi. S'il s'agit d'un accord d'entreprise, ce sera le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise qui sera compétent. Et enfin, s'il s'agit d'un accord de groupe, ce sera le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise également. Pour délivrer cet agrément, donc l'autorité administrative compétente va prendre en compte plusieurs éléments, dont la nature, la portée et la cohérence des différentes actions envisagées. Et donc l'agrément, il va être délivré pour la durée de validité de l'accord, donc généralement pour la durée maximum de 3 ans. Et donc du coup, qu'en est-il de la mise en œuvre de cet accord et son contrôle ? Donc pour que la conclusion d'un accord en faveur des travailleurs handicapés permette à l'entreprise de satisfaire à son obligation d'emploi, vous devez être en mesure de justifier que l'accord est bien effectivement appliqué. Donc pour cela, vous devez réaliser 2 bilans. Un premier bilan annuel sur la mise en œuvre de l'accord que vous devez présenter également au comité social et économique de votre entreprise si il y en a un. Et ensuite, vous devez aussi réaliser un bilan au terme de l'accord qui, lui, va porter sur toute la durée de l'accord et que là, vous devez transmettre à l'autorité administrative compétente, donc soit le ministre ou le préfet en fonction de la nature de l'accord. Et donc, ce bilan au terme de l'accord doit être transmis dans les 2 mois qui suivent son terme. Donc ce bilan, pour être un peu plus précis, il va devoir comporter les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions qui ont été réalisées dans le cadre de l'accord, en précisant les modalités de financement qui ont été mises en place pour financer ces actions-là. Le bilan va aussi devoir présenter le solde des dépenses qui ont été exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant des contributions à GFIP. Donc, si les dépenses réalisées pendant la durée totale du programme sont inférieures au montant total des contributions qui auraient dû être versées sur la période correspondant à la durée du programme, il faut savoir que vous allez devoir procéder au versement du montant différentiel qui aurait dû effectivement être dépensé dans le cadre de l'accord. Merci beaucoup Alexandra. Nous restons dans les différents moyens vous permettant de satisfaire cette obligation, mais nous passons au versement d'une contribution annuelle à l'OETH. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette contribution ? Donc oui, donc les entreprises en fait qui ne souhaitent ni embaucher directement des travailleurs handicapés, ni conclure un accord agréé en faveur des travailleurs handicapés, ils peuvent s'acquitter malgré tout de leur obligation en versant une contribution annuelle à la GFIP. Donc cette contribution, elle va devoir être versée pour chacun des bénéficiaires de l'obligation que l'employeur aurait dû employer et qu'il n'a pas employé. Donc comment calcule-t-on cette contribution financière ? Alors là, on va rentrer dans quelque chose d'assez sympathique. Donc déjà, donc pour calculer cette contribution, il faut déjà calculer le montant de la contribution financière annuelle brute. Pour cela, il y a une petite formule à appliquer. Vous devez en effet multiplier le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi manquant par un montant correspondant à X fois la valeur du SMIC horaire brut. Je m'explique. Donc, première étape, pour déterminer déjà le nombre de bénéficiaires de l'OETH manquants. Donc, vous allez devoir calculer la différence entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi réellement employés dans votre entreprise. Donc, la différence entre le nombre de salariés que vous auriez dû employer et le nombre réel que vous avez employé, ce différentiel-là va vous permettre d'obtenir le nombre de bénéficiaires de l'OETH manquant. Et ensuite, il va falloir que vous multipliez ce nombre de bénéficiaires manquants par un montant qui varie en fonction de votre effectif d'assujettissement. Donc, par exemple, si votre effectif d'assujettissement est compris entre 20 et moins de 50 salariés, vous devez multiplier le nombre de bénéficiaires manquants par 400 fois le SMIC horaire brut en vigueur.
Si votre effectif d'assujettissement est compris entre 250 et moins de 750 salariés, vous devez multiplier le nombre de bénéficiaires manquants par 500 fois le SMIC horaire brut. Et enfin, si votre effectif d'assujettissement est supérieur à 750 salariés, vous devez multiplier le nombre de bénéficiaires manquants par 600 fois le SMIC horaire brut. Et donc, pour précision, ce SMIC horaire brut à prendre en compte, c'est celui qui est applicable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due. Donc, généralement, ce sera le SMIC applicable au 31 décembre de l'année N-1. Et donc, le résultat que vous allez obtenir va correspondre au montant de la contribution OETH brute avant déduction. Merci beaucoup Alexandra. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, sachez que vous pouvez recevoir le replay avec toute l'explication d'Alexandra en vous inscrivant sur le petit formulaire que vous a envoyé Elodie. Bien évidemment, on vous envoie le replay et la présentation par mail gratuitement, bien évidemment, et vous pourrez du coup retrouver tous ces calculs-là expliqués. On reste sur le versement de la contribution annuelle avec les dépenses déductibles de la contribution annuelle. Donc, ouais, du coup, je vous le disais juste avant. Donc là, ce qu'on a obtenu avant, c'est le montant de la contribution OETH brute avant déduction. Mais il faut savoir que vous avez la possibilité de déduire du montant de cette contribution brute certaines dépenses que vous avez pu faire en faveur de l'emploi des bénéficiaires de l'OETH. Donc, ces dépenses, elles sont déductibles dans la limite d'un certain plafond et elles vont venir en fait minorer le montant de la contribution à verser. Donc, par exemple, vous pouvez déduire de la contribution brute les dépenses qui sont relatives à la réalisation de diagnostics et de travaux en vue de rendre les locaux accessibles aux bénéficiaires de l'OETH. Vous pouvez aussi déduire des dépenses relatives à la mise en place de prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'OETH afin de favoriser leur prise de poste. Il faut savoir aussi que jusqu'au 31 décembre 2024, vous pouvez déduire de la contribution annuelle brute les dépenses que vous avez pu exposer au titre, par exemple, de la participation à des événements promouvant l'accueil, l'embauche directe et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Vous pouvez aussi déduire des dépenses exposées au titre de partenariat avec des associations ou des organismes qui œuvrent pour la formation, l'insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées. Et enfin, vous pouvez aussi déduire des dépenses qui a trait à des actions qui concourent à la professionnalisation des travailleurs, des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d'aide par le travail, ce qu'on appelle les ESAT, ainsi qu'au développement des achats auprès de ces acteurs-là. Donc, toutes ces dépenses-là, elles peuvent faire l'objet d'une déduction du montant de la contribution annuelle brute dans la limite de 10%. Vous pouvez aussi déduire du montant de la contribution annuelle brute les dépenses qui sont relatives à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services, passés notamment avec des entreprises adaptées ou des ESAT. Et donc, une fois que vous allez avoir déduit du montant de la contribution annuelle brute toutes vos dépenses, vous allez obtenir le montant de la contribution OETH net avant écrêtement. Donc là, il faudra ensuite calculer la contribution annuelle nette après écrêtement. Et du coup, on va en parler juste après. Merci Alexandra, donc je te laisse poursuivre. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle aussi la modulation transitoire de la contribution annuelle. Donc en fait, juste pour vous réexpliquer un petit peu, donc afin de réduire la hausse de la contribution à l'AGFiP qui a été induite par le nouveau décompte de l'effectif d'assujettissement, le montant de la contribution annuelle fait l'objet d'une modulation pendant une période transitoire pour les années de 2020 à 2024. Donc si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous expliquais que depuis quelques années, l'OETH s'applique au niveau de l'entreprise et non plus au niveau de chacun des établissements qui la composent. Ce qui a des conséquences importantes, on les a vues tout à l'heure, c'est de soumettre certaines de ces entreprises-là à l'OETH alors qu'elles ne l'étaient pas avant, mais également de devoir s'acquitter d'une contribution plus élevée
qu'avant, puisque les effectifs, la somme des effectifs qui est prise en compte est celle de chacun des établissements de l'entreprise. Donc c'est pourquoi pour les contributions qui sont dues entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, les entreprises bénéficient de ce qu'on appelle un écrêtement de l'augmentation de leur contribution par rapport à la contribution qui est due au titre de l'année précédente. Donc concrètement, vous devez comparer le montant de la contribution qui était due en N-1 avec la contribution nette avant écrêtement de l'année N. En cas d'augmentation de la contribution par rapport à l'année N-1, vous devez appliquer un écrêtement sur le montant différentiel à hauteur du plafond fixé pour l'année concernée. Donc, par exemple, pour la contribution versée au titre de l'année 2024, la hausse de la contribution par rapport à l'année 2023 bénéficie d'un écrêtement de 50%. Donc, autrement dit, si la contribution dont vous devez vous acquitter en 2024 a augmenté par rapport à 2023, vous pouvez bénéficier d'un écrêtement de 50% pour la part de hausse que vous subissez. Donc, le pourcentage de réduction de 50%, il va s'appliquer sur la hausse de contribution versée par rapport à l'année précédente. Donc, au final, la contribution annuelle OETH qui est réellement due, elle correspond à la contribution payée après déduction des éventuelles dépenses réalisées en faveur de l'OETH et après application d'un écrêtement pour les périodes comprises entre 2020 et 2024. Merci beaucoup Alexandra, sujet dense donc sur le versement de cette contribution. N'hésitez pas, je vous le redis encore une fois, mais à poser gratuitement nos questions à vos juristes si vous avez une question spécifique sur votre entreprise. Et enfin, le versement de cette contribution. Alors, donc, vous devez procéder au versement de cette contribution annuelle via la déclaration sociale nominative, la DSN. Ce versement-là, il va s'effectuer en même temps que vous devez effectuer la déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ce qu'on appelle la DOETH. On va y revenir d'ici quelques minutes. Et donc, en règle générale, la contribution annuelle au titre de l'année N-1, elle est exigible le 5 ou le 15 mai de l'année N. Donc, par exemple, le paiement de la contribution au titre de l'année 2023 devait être réalisé via la DSN du mois d'avril 2024, exigible le 5 ou le 15 mai 2024 selon la taille de votre entreprise. Cette contribution, elle est recouvrée par les URSSAF qui vont ensuite la reverser à la GFIP. Et dernière chose utile, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement de la contribution sont effectués par un seul de ces établissements. Ce n'est pas la peine que tous les établissements effectuent ce versement. Un seul établissement doit l'effectuer. Merci beaucoup Alexandra. Nous allons du coup pouvoir passer à notre troisième grande partie avec les obligations déclaratives des entreprises qui sont concernées du coup par le OTH et dans un premier temps la déclaration mensuelle des bénéficiaires. Alors effectivement, donc depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, peu importe là qu'elles comptent plus ou moins de 20 salariés, toutes doivent déclarer mensuellement l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qu'elles emploient. C'est ce qu'on appelle la BOETH. Cette déclaration, elle est mensuelle et elle est réalisée via la déclaration sociale nominative que les entreprises réalisent chaque mois, donc le 5 ou le 15, là encore en fonction de la taille de votre entreprise. Et donc, dans le cadre de cette déclaration, vous devez mentionner la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour les salariés concernés au sein de votre entreprise. Et vous devez préciser la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc, le statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi doit être renseigné dans la rubrique statut BOETH au niveau du bloc contrat de travail, convention, mandat, pour ce qui concerne la DSN. Donc, il faut savoir aussi qu'un seul statut peut être renseigné dans cette rubrique. Donc, ça peut être par exemple le statut qui correspond au code 01, travailleur reconnu handicapé par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ou autre exemple, le code 08 qui correspond au titulaire de l'allocation aux adultes handicapés.
Dans le cas où un travailleur handicapé relève de plusieurs statuts BOETH, ce qui est possible, dans ce cas-là, vous devez vous référer au statut qui a été choisi par le travailleur handicapé et pour lequel ce dernier vous a transmis le justificatif correspondant. Si jamais le travailleur handicapé vous communique plusieurs statuts et plusieurs justificatifs, dans ce cas-là, vous devez privilégier celui dont la durée de validité est la plus longue. Merci Alexandra. Donc nous avons vu la déclaration mensuelle. Qu'en est-il de la déclaration annuelle ? Donc effectivement, il y a aussi une déclaration annuelle à réaliser. Donc là, par contre, cette déclaration annuelle, elle est réservée aux entreprises qui comptent au moins 20 salariés. Et donc, elles doivent réaliser cette déclaration annuelle en plus de la déclaration mensuelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la DOETH. Donc la DOETH, elle va permettre de vérifier que l'entreprise qui est soumise à l'OETH s'acquitte bien de son obligation d'emploi, que ce soit par l'embauche directe, par l'application d'un accord agréé ou par le paiement d'une contribution annuelle. Cette DOETH, elle s'effectue en même temps que la déclaration sociale nominative du mois d'avril N+1. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et donc, elle est réalisée en avril N-1 et exigée le 5 ou le 15 mai selon la taille de votre entreprise. Cette DOETH, elle va devoir renseigner un certain nombre d'informations. Donc, je ne vais pas toutes vous les citer, mais parmi ces informations-là, on aura besoin du nombre de salariés handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs si c'est le cas, le montant de la contribution initiale qui est due avant déduction. On aura aussi besoin de savoir si vous avez conclu des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises adaptées ou des ESAT. On aura aussi besoin de savoir si vous vous acquittez de votre obligation d'emploi par la conclusion d'un accord agréé. Dans ce cas-là, il faudra le préciser. Et donc, pour faciliter cette déclaration, il faut savoir que les URSSAF adressent aux entreprises plusieurs informations, notamment l'URSSAF va vous communiquer les effectifs moyens annuels de l'entreprise ou les effectifs permanents de l'entreprise, le nombre de bénéficiaires de l'OETH que vous devez employer et le nombre de bénéficiaires de l'OETH que vous avez effectivement employé. Ces informations-là, elles vont vous être communiquées au plus tard le 15 mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être effectuée. Donc, par exemple, pour la déclaration au titre de l'année 2023, ces informations-là ont dû vous être communiquées le 15 mars, au plus tard le 15 mars 2024. Par ailleurs, il faut savoir que les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs, mais également les entreprises adaptées, les ESAT et les entreprises de portage salarial vont également vous communiquer, si jamais vous avez eu recours à ces organismes et ces diverses entreprises, elles vont vous communiquer ce même type d'informations au plus tard le 15 mars. Donc, ça vous aidera aussi à réaliser votre déclaration. Les entreprises qui n'ont pas au moins 6% de bénéficiaires de l'obligation d'emploi parmi leurs effectifs ou qui n'ont pas conclu d'accord agréé, par conséquent, vont être redevables de cette contribution annuelle. Et donc, elles vont procéder au paiement de cette contribution en même temps qu'elles réalisent la déclaration annuelle. Si l'entreprise, là encore, comprend plusieurs établissements, dans ce cas-là, la déclaration et le versement de la contribution annuelle sont effectués par un seul de ces établissements, mais pour l'ensemble de l'entreprise. C'est la même chose que pour le versement de la contribution annuelle dont je vous parlais avant. Il n'y a qu'un seul établissement qui doit effectuer la déclaration annuelle. Merci beaucoup Alexandra. Peut-être juste un tout petit rappel sur les termes, que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc, BOETH. Bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Ça, c'est mensuel. DOETH.
déclaration obligatoire, déclaration obligatoire, elle est annuelle. Voilà, c'est annuel. Le La, B, dé- c'est mensuel. Le D, c'est annuel. la Merci Alexandra. déclaration mensuelle, c'est la déclaration des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et la déclaration annuelle, c'est la déclaration annuelle globale où là, c'est les entreprises de au moins 20 salariés qui doivent la réaliser. Par contre, la déclaration BOETH qui est mensuelle, là, c'est toutes les entreprises qui doivent la réaliser, peu importe qu'elles aient plus ou moins de 20 salariés. Tout le monde est concerné. Voilà. Merci beaucoup Alexandra pour toutes ces explications. Nous allons pouvoir passer à notre quatrième grande partie du coup sur les sanctions que les entreprises encourent si vous ne respectez pas du coup toutes les obligations OETH et du coup les sanctions en cas de non-respect de l'EETH, pardon. Tout va bien. Donc, on a plusieurs types de sanctions. Donc, il y a déjà les sanctions en cas de non-respect de l'OETH. Donc, c'est-à-dire si vous n'employez pas un certain nombre de bénéficiaires, si vous n'avez pas conclu d'accord agréé ou si vous ne versez pas de contribution annuelle. Donc, si vous manquez à cette obligation, vous serez, quoi qu'il en soit, tenu de verser la contribution financière annuelle à la GFIP. Donc celle-ci, on l'a vu, elle va être calculée en fonction du nombre de travailleurs handicapés que vous auriez dû théoriquement employer et en fonction de la taille de votre entreprise. C'est le calcul que je vous ai expliqué tout à l'heure où on multipliait le nombre de bénéficiaires manquants par un taux horaire brut du SMIC en fonction de votre effectif d'assujettissement. Par contre, il faut savoir que si jamais vous n'avez de façon cumulative ni employé de travailleurs handicapés par l'embauche directe, ni conclu de contrat de fourniture de sous-traitance ou de services avec des entreprises adaptées ou des établissements et services d'aide par le travail, ni conclu d'accords collectifs agréés, dans ce cas-là, vous allez devoir payer une surcontribution. Donc cette surcontribution-là va s'appliquer si vous n'avez pas respecté ces obligations-là pendant une période minimum de 3 ans. Donc dans ce cas-là, le montant de la surcontribution est fixé à 1500 fois le SMIC horaire brut de l'année pour laquelle la contribution est due, et ce, par bénéficiaire manquant. Donc, ça peut chiffrer très, très vite. Et de plus, il faut savoir aussi que le non-respect de l'obligation d'emploi est pris en compte lorsque vous vous présentez à une offre en vue d'une délégation de service public. Mais aussi, il faut savoir que le respect de cette obligation-là peut être tenu compte pour vous exclure des marchés publics. Si jamais vous postulez à un marché public, si vous n'avez pas rempli votre obligation d'emploi, ça peut vous porter préjudice. Voilà. Merci Alexandra. Quelles sont les sanctions en cas d'absence de déclaration cette fois ? Alors, donc là, si vous n'effectuez pas de déclaration annuelle, je précise bien annuelle, dans ce cas-là, vous allez devoir vous acquitter d'une contribution forfaitaire qui va être fixée à titre provisoire. Donc, le montant de cette contribution provisoire va être égal au montant de la contribution annuelle que vous auriez dû payer, majoré de 25%. Il faut savoir que ce taux de majoration, il peut encore être augmenté de 5% pour chaque échéance non déclarée consécutive. Donc, si voilà, au bout d'une année, vous n'avez pas fait votre déclaration annuelle, vous allez devoir payer la contribution majorée de 25%. Si l'année suivante, vous n'effectuez encore pas cette déclaration, ça va être majoré de 5% à chaque obligation déclarative qui ne sera pas réalisée. Et donc, l'administration va vous informer du montant de cette contribution provisoire, généralement avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être effectuée. Si, suite à votre retard, vous réalisez tout de même la déclaration annuelle, dans ce cas-là, le montant de la contribution va être régularisé et vous devrez alors seulement payer une majoration de retard de 8% sur le montant de la contribution due. Donc, si vous avez oublié de faire votre déclaration ou vous ne l'avez pas fait et que vous régularisez votre situation, la majoration de 25% finalement pourra être diminué à 8%.
Merci beaucoup Alexandra. Nous avons un tout petit peu dépassé le temps des 45 minutes, le sujet étant très dense comme vous l'avez vu. Donc je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, à poser votre question via le lien que vous a envoyé Elodie ou en cliquant sur le petit bouton que vous avez en bas de votre écran. Vous avez les offres Jury Travail et juste en dessous un encart où posez gratuitement votre question. On va essayer de terminer quand même avant 17h la webconférence. Nous allons passer du coup à notre dernière partie sur les vrais faux avec des situations assez opérationnelles que vous pouvez rencontrer avec une première affirmation, une longue première affirmation. La passation de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises ou des organismes d'insertion permet à l'employeur de s'acquitter partiellement de son EETH. Alexandra, vrai ou faux ? Alors c'est faux. Avant la réforme du 1er janvier 2020, la passation de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises ou des organismes d'insertion permettait effectivement à l'employeur de s'acquitter partiellement de son obligation d'emploi. Mais depuis le 1er janvier 2020, ce n'est plus le cas. Par contre, les dépenses qui sont supportées directement par l'entreprise et qui sont liées à ces contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle brute qui sera versée à l'AGFIP. Ça fait partie des dépenses déductibles. Alexandra, vrai ou faux, le recours à la sous-traitance peut être déduit de la contribution annuelle brute? Eh ben oui, du coup, c'est vrai. C'est ce que je venais de vous dire. Donc oui, en effet, le recours à la sous-traitance peut être déduit de la contribution annuelle brute, mais dans une certaine limite. Vous allez pouvoir déduire ces dépenses qui sont relatives à ces contrats de sous-traitance à hauteur de 50% de la contribution brute avant déduction si le taux d'emploi de travailleurs handicapés de votre entreprise est inférieur à 3%. Et à hauteur de 75% si, en revanche, le taux d'emploi de travailleurs handicapés au sein de votre entreprise est égal ou supérieur à 3%. Vrai ou faux donc, aucune sanction n'est prévue en l'absence de déclaration mensuelle des BOETH. Alors c'est vrai, contrairement à la déclaration annuelle où là il y a des sanctions prévues si vous ne l'effectuez pas, en cas par contre de non-déclaration des bénéficiaires de l'OETH, donc c'est cette déclaration-là qui est mensuelle, là en effet oui il n'y a aucune sanction qui est prévue lorsque l'entreprise compte moins de 20 salariés. Par contre, voilà, je rappelle que c'est utile d'effectuer cette déclaration puisque l'URSSAF et la GFIP en fait vont dresser grâce à cette déclaration-là un état des lieux sur l'emploi des travailleurs handicapés et ça va permettre aussi de mieux accompagner les entreprises pour améliorer l'embauche des bénéficiaires de l'OETH. Merci beaucoup Alexandra pour l'ensemble de ces réponses-là. Inscrivez-vous pour recevoir la présentation quand on vous a mis un récap que vous pouvez trouver également sur le site de Jury Travail, mais vous pouvez directement le recevoir par mail qui détaille du coup de manière infographique ce que vous a dit Alexandra. Vous avez un rappel sur les aides, les sanctions, qui est concerné et comment respecter du coup cette obligation. N'hésitez pas à vous inscrire sur le petit formulaire. Nous allons quand même prendre le temps de répondre à une ou deux questions rapidement, Alexandra. Et la première, est-ce que l'embauche d'un stagiaire permet de satisfaire l'OETH ? Alors oui. Oui, effectivement, si vous accueillez en stage des travailleurs handicapés, vous pouvez en effet vous acquitter de votre obligation d'emploi. Et il faut savoir que depuis justement le 1er janvier 2020, c'est plus une modalité d'acquittement partiel de l'OETH. Les stagiaires sont intégralement pris en compte au titre de l'obligation d'emploi. Donc, vous allez satisfaire pleinement à cette obligation d'emploi en accueillant des stagiaires au sein de votre entreprise. Merci beaucoup, Alexandra. Autre question. Pour la déclaration mensuelle des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, faut-il déclarer en DSN uniquement les salariés ? Non. Lorsque vous réalisez votre déclaration mensuelle des bénéficiaires, donc il faut effectivement déclarer les salariés, mais vous devez aussi déclarer les stagiaires
et les personnes, par exemple, qui bénéficient d'une période de mise en situation en milieu professionnel. Merci beaucoup Alexandra, vraiment, pour toutes ces explications, c'était très clair. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu retrouver toutes ces informations dans notre dossier via le lien que vous a envoyé Elodie ou directement sur notre site. Je vous rappelle également que vous pouvez directement avec le bouton en bas de votre écran aller découvrir nos offres, nos formules que nous avons créées spécialement pour les entreprises pour vous accompagner entre autres sur ces sujets-là qui sont complexes. Et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine webconférence qui sera cette fois-ci sur les élections du CSE, plus tournée vers l'aspect CSE, mais comment faire respecter le processus électoral. Ce sera avec notre juriste Kevin Lemoyec, les habitués de nos webconférences le connaissent déjà, et ce sera le 5 novembre 2024 à 14h. Alexandra, merci beaucoup, vraiment, pour cette précision, ce professionnalisme. Merci pour votre écoute. Je sais que c'est pas un sujet forcément très évident et un peu technique. Donc, oui, et c'est pour ça que nous avons besoin de juristes experts sur ces sujets-là. Merci à tous vraiment de votre participation et de votre fidélité et à très bientôt sur le site de Jury Travail. Au revoir.